à tous. Merci d'être là pour parler ensemble des normes européennes et des transpositions nationales, atouts ou contraintes pour une lutte efficace en ligne contre les atteintes à la propriété intellectuelle. Je m'appelle Olivia Bassin-Joffre, je suis la responsable juridique et affaires publiques de l'ICAIDI, la Société française d'antipiratage. Nous protégeons les contenus de nos clients à la fois dans le secteur culturel, donc la musique, le cinéma, la presse, l'édition littéraire, la télévision, mais aussi le sport, que ce soit pour des ligues sportives ou des diffuseurs. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Régis Messali. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Régis Messali, je suis directeur général adjoint de l'Union des fabricants, qui est l'association de promotion et de défense du droit de la propriété intellectuelle et qui regroupe plus de 200 entreprises et fédérations professionnelles, tous secteurs d'activité confondus. Voilà, donc ce sont toutes ces entreprises-là aujourd'hui que nous aidons à lutter efficacement contre la contrefaçon en ligne et sur les marchés physiques également. Alors pour préparer cette intervention, je me suis dit que j'avais pas beaucoup de temps et que j'allais faire appel à ChatGPT pour m'aider. Donc je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses des normes européennes et transpositions nationales, atouts ou contraintes pour une lutte efficace en ligne contre les atteintes à la propriété intellectuelle? Et je vais vous donner sa réponse. Je ne vous fais pas une voix de robot. Les normes européennes et les transpositions nationales peuvent être à la fois des atouts et des contraintes pour une lutte efficace en ligne contre les atteintes à la propriété intellectuelle. D'un côté, les normes européennes fournissent un cadre juridique commun pour la protection de la propriété intellectuelle dans l'ensemble de l'UE, ce qui facilite la coopération entre les pays membres et permet une approche cohérente. Je pense que si on s'en tient à ça, vous allez trouver que c'est un peu léger quand même ce qu'on va se dire aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va aller un petit peu plus loin avec Régis. Donc nos discussions aujourd'hui vont être axées essentiellement sur l'antipiratage et sur la lutte anti-contrefaçon. On va d'abord faire un petit focus sur le Digital Services Act, puis nous allons évoquer l'agenda législatif français sur ces questions, et puis parler des perspectives sur ces textes. Donc Régis, n'hésite pas à me couper, tu interviens quand tu veux. Je n'hésiterai absolument pas. Donc, concernant le calendrier, donc le DSA est entré en vigueur le 16 novembre 2022. C'est une législation horizontale qui définit les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans la sphère numérique, avec des exigences plus strictes pour les très grandes plateformes en ligne, c'est-à-dire celles qui ont plus de 1 million d'utilisateurs en Europe. Et c'est un texte qui est d'application directe. Donc les très grandes plateformes ainsi que les très grands moteurs de recherche vont devoir être en conformité très très rapidement. Et la France se démarque déjà donc, de certains autres pays, comme l'Espagne par exemple, qui va appliquer le DSA tel qu'il a été écrit donc, à la lettre. Et la France va aller parfois au-delà du texte même du DSA, et c'est ce que Régis va vous présenter plus en détail tout à l'heure. Et là actuellement, le projet donc, de loi qui doit harmoniser le droit français avec le DMA et le DSA va être envoyé au Conseil d'État là, dans les jours qui viennent. Sur le texte en lui-même, au départ, il a été présenté comme une réouverture de la directive e-commerce. Et en fait, très rapidement, les ayants droit, au contraire, ont eu l'impression qu'il venait entériner le principe de safe harbor, donc de responsabilité limitée des plateformes. Et ça a été un petit peu quand même une déception. Les ayants droit ont eu l'impression d'un acte manqué. Et c'est la raison pour laquelle les eurodéputés proches des ayants droit ont très rapidement proposé des amendements destinés à responsabiliser les plateformes. Mais ces amendements ont été rejetés lors du vote de la position du Parlement en plénière en janvier 2022. Donc par exemple, ces amendements proposés, c'était... parce que là actuellement le DSA prévoit que lorsqu'un hébergeur a été informé de la présence de contenus illicites sur ses services, il doit agir promptement pour les retirer, ça c'est l'article 6, et les ayants droit proposaient de préciser ce qu'on entend par promptement, c'est-à-dire aussi rapidement que possible, voire immédiatement pour les contenus live, parce que pour le sport c'est un petit peu problématique quand on a un match de foot qui dure 90 minutes et que le retrait n'intervient pas en quelques minutes après l'envoi de la notification, une fois que le match est terminé et que le score est connu de tous, il perd un peu, le contenu perd toute sa valeur. Ensuite, les ayants droit avaient proposé une extension à tous les intermédiaires de l'identification des partenaires commerciaux avec des mesures dites KYBC, Know Your Business Customer.
c'est effectivement une des mesures qui touche la piraterie, mais qui touche aussi également tous les industriels, tout simplement parce qu'il devient maintenant obligatoire et nécessaire pour une plateforme de connaître son fournisseur et de connaître la personne qui va lui fournir ses produits, qu'il va proposer aux consommateurs. Comme on le sait aujourd'hui, sur les plateformes, ce sont l'une des principales sources de commercialisation de produits contrefaisants, et donc ce KYBC est vraiment une mesure essentielle pour l'ensemble de l'industrie française, européenne et internationale, tout simplement parce que ça permet aussi de préserver les consommateurs. Et donc ce projet d'amendement a été rejeté également. Et aussi, les ayants droit proposaient le maintien hors ligne de contenus illicites déjà supprimés, c'est-à-dire des mesures de stay down. Ils proposaient que donc le projet d'amendement, c'était lorsque des décisions de retrait ou désactivation de l'accès au contenu ont été prises, les hébergeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que le même contenu illégal ne réapparaisse sur leur service. Mais donc ce projet a été également rejeté. Ce qui fait que très rapidement, les ayants droit, avant même qu'il y ait un quelconque accord politique sur le règlement, ont envisagé des pistes pour penser l'après-DSA. Donc la Commission européenne a entendu cette volonté et a inscrit dans son programme de travail pour 2023 la réalisation d'une recommandation sur le piratage des événements en direct, mais également la création d'une IP Toolbox. Exactement. Même si, on le sait aujourd'hui, le DSA et l'ensemble de ce qu'il contient manque d'ambition, concrètement, ça constitue également les bases et des bases assez solides pour pouvoir entrevoir des choses nouvelles qui vont arriver plus tard, et l'IP Toolbox peut être une des réponses aussi à ce qu'on attend, c'est-à-dire avec des mesures aussi proactives. Donc en termes de deadline, elle est encore en constitution, cette IP Toolbox. On a eu les informations de la part de la DG Gros de la Commission européenne il y a une petite semaine, et on attend normalement d'ici la fin de l'année une proposition assez concrète et construite de tout ce qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que fatalement le secteur privé français et les secteurs privés nationaux qui forment l'Union européenne aujourd'hui sont sondés par la DG Gros pour pouvoir y incorporer des mesures qui soient des mesures proactives et qui satisferaient bien évidemment toutes les parties et principalement qui respecteraient le droit de l'API en Europe. Donc c'est dans ce contexte-là, et c'est pour ça que c'est encore en cours. On espère d'ici l'été avoir un petit peu plus de retours. Mais donc la Commission a invité toutes les parties prenantes à soumettre leurs contributions et à venir les présenter lors d'auditions qui ont eu lieu là en début d'année. Et notamment, ça a été l'occasion d'évoquer, de demander pour les ayants droit la clarification de certaines ambiguïtés dans le texte. Effectivement, parce que le DSA, dans son interprétation telle qu'elle est à l'heure actuelle, on peut avoir une interprétation assez ambiguë. J'ai entendu dans plusieurs conférences auxquelles j'ai pu participer des plateformes qui se targuent de ne pouvoir et de ne pas avoir le droit de contrôle des contenus qui transitent par leur plateforme, sauf que le DSA, ça c'est toute une interprétation, le DSA explique clairement qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire, ce qui n'est pas une interdiction. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle de sujets et de produits de contrefaçon, on parle de produits illicites, et donc ces plateformes doivent respecter aussi la loi en évitant de proposer aux consommateurs des produits qui sont illégaux. Donc ça a été l'occasion, par exemple, de demander une clarification de la notion de prompt retrait par les hébergeurs. En effet, l'article 6.1b du DSA précise que dès le moment où l'hébergeur prend connaissance ou conscience de la présence de contenu illicite sur ses services, il doit agir promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l'accès à celui-ci impossible. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est très important de préciser ce point-là, puisque quand on parle de piratage d'événements sportifs, on est sur un timing qui est très 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 court. Et le problème, c'est qu'en l'absence, donc avec cette ambiguïté, donc en l'absence de définition de ce qu'on entend par promptement, les hébergeurs ont tout le loisir pour définir ce qu'ils entendent par promptement. Donc l'ICAID, de septembre 2022 à février 2023, a, donc pour vous donner quelques exemples, notifié plus de 450 000 URL liens à 240 hébergeurs au nom de ses clients pour des événements sportifs en direct.
On a pu trouver que sur ces 240 hébergeurs, il y en a 60 qui étaient situés sur le territoire de l'Union européenne. 180 hébergeurs, eux, sont situés hors de l'UE. Et 137 d'entre eux utilisaient des adresses IP localisées dans l'Union européenne. Concernant la réponse des hébergeurs, 70% de ces notifications, donc 70% de 450 000 URL, n'ont reçu aucune réponse. Et parmi les 30% des notifications qui reçoivent une réponse, 70% sont des réponses automatiques sans qu'aucune action ne soit engagée par la suite par l'hébergeur. Donc en gros, les notifications restent lettres mortes. Et pour les 30% restants, les délais de réponse varient entre 2 heures et 14 jours après l'envoi d'une notification. Et dans ce cas-là, l'hébergeur dit qu'il a pris toutes les mesures adaptées pour que le problème soit résolu. Donc, moi, je vais juste ajouter quelque chose à ce que tu dis, Olivia. On arrive à repérer du contenu pédopornographique en l'espace de 5 minutes sur des plateformes. On arrive à pouvoir supprimer des annonces illicites qui ne correspondent pas, qui font l'apologie du terrorisme en l'espace de 4 minutes. Concrètement, toutes ces plateformes et tous les hébergeurs ont les moyens technologiques pour pouvoir mettre en place des mesures de filtrage qui permettraient de repérer le plus facilement possible et le plus vite possible un contenu dès lors qu'il est illicite. Bien évidemment, on a la contribution aussi des industriels et des fabricants qui contribuent, comme tu le disais aussi, à délister l'ensemble des produits et des annonces qu'ils vont trouver. Pour vous donner un exemple, à l'Unifab, on a réalisé l'année dernière une étude sur un tout petit échantillon de nos entreprises qui est extrêmement représentatif en somme, puisqu'il représente tous les secteurs d'activité. Donc on a interrogé 25 entreprises très impliquées en matière de lutte anti-contrefaçon adhérentes à l'Unifab, et on a répertorié le nombre d'annonces illicites qu'ils ont supprimées sur une année. Le chiffre est astronomique, on atteint plus de 32 millions de produits qui ont été délistés par leurs soins, avec des notice and takedown, en signifiant aux plateformes et aux hébergeurs le côté illicite, enfin l'aspect illicite du produit qu'ils proposent et qui ne correspond pas bien évidemment aux normes ni aux standards. On peut donc s'imaginer, si j'avais les 200 entreprises affiliées à l'Unifab qui avaient répondu, on peut faire un fois 1000 sur le nombre d'annonces. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une problématique où la technologie doit rentrer aussi en ligne de compte et donc permettre de pouvoir cibler le plus vite possible ce genre de produit-là. À cette occasion, donc, où les ayants droit ont pu présenter leurs commentaires, toujours pour aider la commission à préparer cette IP Toolbox, on a aussi parlé du fait qu'il fallait un format standardisé pour les notifications. Puisque actuellement, l'article 16 du DSA dit que les notifications doivent comprendre une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le particulier ou l'entité allègue que les informations en question sont du contenu illicite. Qu'est-ce que c'est une explication suffisamment étayée ? Alors cette disposition, elle ne change pas grand-chose. Parce que dès lors qu'on signale un contenu illicite sur une plateforme ou sur une marketplace, on demande au titulaire de droit de fournir la preuve du droit qu'il détient. Donc, en soi, elle ne change rien. On ne va pas se le cacher, la preuve reste la même et le contenu du texte, finalement, ne change pas grand-chose. Nous, après, ce qu'on va constater, c'est cette absence de cadre clair et cette marge de manœuvre et d'interprétation qui est laissée aux hébergeurs va nous laisser, nous, donc, ayants droit ou prestataires anti-piratage qui allons protéger les contenus des ayants droit, dans une espèce de jungle où on est face à certains acteurs, certains hébergeurs qui sont vertueux. J'ai un représentant en face de moi d'OVH qui lui fait partie des très bons élèves. Et en revanche, en face, on va aussi avoir des hébergeurs qui sont, je ne sais pas comment dire ça, peu scrupuleux, peu vertueux, moins vertueux, moins bons élèves. Et donc, quelques petits exemples sympathiques. Donc, comme je disais, on notifie des dizaines de milliers de liens. Pour un match de foot, c'est vraiment des milliers de liens qu'on va notifier. Donc, certains hébergeurs vont par exemple nous demander d'envoyer les notifications par mail. Et ensuite, on va recevoir à nouveau un mail dans lequel on va devoir valider avec un CAPTCHA un certain nombre de liens. Donc, on est capé, mais toutes les 10 minutes. Et si on ne respecte pas le nombre de liens et les 10 minutes, par exemple, je ne sais pas, si on fait la validation
au bout de 9 minutes, ils vont dire « Ah, vous n'avez pas respecté nos policies, donc on va se faire ban », par exemple. Ou alors, on a ceux qui vont dire « Oui, pas de souci, on vous a mis un formulaire à disposition ». Et le formulaire, en fait, on peut mettre moins de caractères que dans un tweet. Donc on va être limité à un nombre hyper limité de caractères, sauf que quand on voit les URL des liens pirates, bah, on sait que c'est compliqué, sachant qu'on a quand même dans... La loi nous impose de mettre certaines mentions, par exemple un good faith statement en disant voilà, je vous certifie que je suis bien autorisé à agir au nom de Léon Droit, gna gna machin. Donc bah, les 400 caractères, on est vite dépassé. Et on en a d'autres qui se cachent derrière un acteur bien connu de la lutte anti-piratage, Cloudflare. Cloudflare qui alors je ne sais pas si vous êtes familier avec Cloudflare, mais donc permet en fait de protéger les sites contre des attaques comme par exemple des attaques DDoS. Donc c'est super, c'est très bien. Sauf que les pirates vont détourner ces fonctions proposées par Cloudflare pour cacher leur adresse IP. Donc nous, on a un partenariat avec Cloudflare qui nous permet d'obtenir la Real IP qui est cachée par Cloudflare. Et on a des plateformes comme, bah tiens, je vais les balancer parce que quand même ils commencent un petit peu à me saouler, Trabia qui est basée en Moldavie, qui nous répond quand on leur envoie la Real IP que Cloudflare nous a donnée, ils nous disent ah bah non, en fait, on ne reconnaît pas parce que nous, on connaît que l'adresse qui est cachée par Cloudflare. Donc on leur explique, on leur dit, bon les gars, c'est bon, Cloudflare nous a donné la Real IP, allez, vous pouvez supprimer maintenant. Et ils nous répondent, bah voyez avec Cloudflare puisque ça passe par eux. Et bon, bah comme on leur a envoyé pas mal de mails pour essayer de leur expliquer, bon c'était un peu le cercle de l'enfer le truc, hein, bah, ils ont fini par nous ban, tout simplement. Donc on ne peut plus notifier ce qu'il y a chez eux. Donc voilà, ça c'est juste quelques petits exemples et j'en ai plein d'autres comme ça. L'autre proposition qu'on a formulée auprès de la Commission européenne, c'est de responsabiliser les plateformes, mais de l'inscrire dans les textes, notamment en leur demandant la mise en place de véritables repeat infringer policies, mais qui soient vraiment efficaces, et la mise en place de trusted partner programs comme ceux que nous avons avec OVH, avec Cloudflare, parce que on comprend tout à fait que les hébergeurs, les plateformes souhaitent se protéger. On n'est pas complètement obtus et c'est pour ça que nous, par exemple, on a à la fois une action de détection automatique, mais aussi une vérification humaine derrière, qui fait que quand on envoie un lien en disant attention, il y a un contenu pirate, on est à 100% sûr que c'est un contenu illicite qui est hébergé. Et moi j'aimerais encore aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. C'est tout simplement en fait responsabiliser aussi toute une partie et un acteur économique géant, tout simplement l'inciter à prendre ses responsabilités parce qu'il propose aux acheteurs et aux consommateurs des produits, il propose aussi de visionner du contenu pirate et cette responsabilisation, elle est aujourd'hui essentielle. Elle est essentielle parce que tout ce qu'on condamne en fait dans le monde physique, un magasin qui a pignon sur rue qui va commercialiser de la contrefaçon va être accusé de recel et sera puni. Une plateforme, elle ne l'est pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est simplement hébergeur et n'a aucune responsabilité sur ce que les personnes vont pouvoir poster sur cette fameuse plateforme. Donc il faut aller encore plus loin que ça, je pense, et il faut vraiment demander à ce que l'Europe ait aussi une prise de conscience sur cette faculté-là. C'est d'ailleurs le contenu de ce que le commissaire Breton a dit en ouverture justement de la directive e-commerce. C'était il faut effectivement que ce qui est illicite dans le monde physique le soit aussi en ligne. Surtout à l'heure actuelle, quand on parle, pas faire de raccourcis, mais quand on parle aujourd'hui de métaverse et qu'on se pose des questions sur l'application du droit de la propriété intellectuelle dans ces univers-là, bon, ben, on peut commencer par des cas un petit peu plus concrets avant d'aller se projeter. Voilà. Mais bon, ça fait bien de parler du métaverse. Cool. Par ailleurs, ce qu'on a également proposé, c'était la promotion des injonctions dynamiques de blocage et le fait d'harmoniser leur implémentation. Parce que souvent, je reviens sur le sport, parce que c'est un secteur que je connais bien, c'est que les ligues sportives n'ont pas toujours la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 8.3
de la directive sur la société de l'information, ni sur le fondement de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Parce que il y a des disparités au sein des États membres. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on attendait un peu un positionnement du DSA. Et enfin, ce que nous avons proposé, c'est un système d'évaluation du DSA. C'est-à-dire, là, on tente, on voit comment ça marche, et puis on fait un petit check d'ici 1 an. La proposition au départ, c'était 2 ans. On trouve que ça reste un peu trop long. Effectivement, il va falloir faire un bilan à un moment donné, même si on s'accorde tous à dire que le texte n'est pas à la hauteur de nos espérances et de ce pourquoi surtout on a milité, parce qu'on militait pour des mesures beaucoup plus fortes. En revanche, moi, le point assez positif de ce texte, c'est que ça a permis de positionner aussi la France particulièrement en tant que leader en matière de lutte anti-contrefaçon. Pourquoi ? Parce qu'on a, il y a maintenant 3 ans, réalisé une étude consommateur sur les impacts que la contrefaçon a sur la consommation et la perception que les consommateurs ont de la contrefaçon. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 37% des consommateurs en ligne qui ont déjà acheté une contrefaçon en pensant acheter un produit authentique. Donc dans ces cas-là, ça fait quasiment 1 sur 2, ça fait 4 sur 10, c'est énorme. Et dans ces cas-là, la peine est double. Puisqu'on se retrouve avec une contrefaçon, on n'a pas de moyen de se retourner et on l'a quasiment payé le prix du vrai. Je vous laisse l'imaginer. Et cette étude qu'on a communiquée au gouvernement a donné aussi l'idée de la rédaction d'un rapport édité par la Cour des comptes sur les politiques économiques de la lutte anti-contrefaçon. De ce rapport, on est sorti à peu près une 50aine de mesures qui ont été reprises pour partie par un député, qui est le député Christophe Blanchet, qui est aujourd'hui président du CNAC, et qui a rédigé une proposition de loi pour moderniser le cadre de la lutte anti-contrefaçon en France. Ce qui a déjà été pour nous une véritable victoire. On ne va pas se le cacher, je pense que la dernière évolution législative en France remontait au sénateur Young à peu près en 2014 et a augmenté d'une manière significative, certes, les sanctions pour les contrefacteurs, mais on restait quand même en deçà d'un trafic de drogue ou d'un trafic d'armes, ce qui sert, parce qu'on sait que la contrefaçon sert à financer toutes ces autres activités-là. Donc on restait quand même encore en dessous des radars. Cette proposition de loi, elle a été votée à l'unanimité l'année dernière à l'Assemblée nationale. Elle va passer au Sénat, je pense, dans les prochaines semaines. En tout cas, on l'espère, on recherche un véhicule législatif et une niche qui va nous permettre de pouvoir soumettre cette loi à l'ensemble des sénateurs. Et cette loi, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale assez rapidement, avec simplement 6 articles. Donc on essaie de l'étayer à nouveau, avec des mesures que le DSA notamment aurait dû reprendre, comme le KYBC, le stay down, et aussi un exemple qu'on a pris cette fois-ci des États-Unis, c'est la suppression des groupés des noms de domaine. Aujourd'hui, quand vous voulez supprimer un nom de domaine, il faut qu'il y ait une procédure par site. Sachant qu'on sait que tous ces sites sont satellites, sont reliés à une seule entité, ce qu'il faut, c'est fermer l'entité qui va fermer tout simplement tous les autres sites. Et c'est potentiellement simplifier cette procédure-là pour permettre aux ayants droit de ne faire qu'une seule procédure et de supprimer tout un ensemble de noms de domaine. Donc voilà, on est en train vraiment à l'UNIFAP de travailler sur cette proposition de loi qui permettra, je l'espère, de pouvoir avoir une suite favorable très prochainement. Non, mais juste là dire que un des sujets aussi qui est discuté au niveau français, donc sur la transposition du DSA en France, c'est sur quelle sera l'autorité compétente. Donc on a l'exécutif européen qui est responsable du respect du DSA par les très grandes plateformes. On a un coordinateur qui est en charge donc de la coordination avec les autres autorités nationales compétentes. Et quid en France, qu'est-ce qui va se passer ? Donc pourrait être concernée la DGCCRF, la CNIL, et Didier, mon ancien collègue qui vient d'arriver de l'ARCOM. Donc l'ARCOM pourrait être concerné au regard de ses missions et devrait naturellement s'imposer comme coordinateur pour les services numériques. Et bon, vu l'augmentation de son budget pour 2023 de 2,3 millions d'euros, tout laisse penser que l'ARCOM devrait prendre cette nouvelle casquette, et ce qui pourrait être intéressant.
Bien sûr, ce qui pourrait être intéressant, d'avoir un intermédiaire et quelqu'un qui soit apte à pouvoir coordonner aussi toutes ces dispositions et les mettre en place. J'aimerais aussi, moi, souligner l'investissement du gouvernement français, puisque, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur initiative de Bruno Le Maire, il y a eu un groupe de travail qui a été monté sur un sujet hautement d'actualité. C'est l'encadrement des pratiques des influenceurs. Parce qu'on a une problématique aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve en face de personnes qui sont extrêmement influentes, qui parfois peuvent faire l'apologie de produits illicites, comme de la contrefaçon, ou comme de liens qui enverraient vers des réseaux pirates. Et on a besoin d'une législation qui soit adéquate pour encadrer justement les évolutions de ce secteur qui évolue, on ne va pas se le cacher, à la vitesse grand V. Donc Bercy a pris l'initiative de monter ce groupe de travail, et dans ce groupe de travail, ça a permis de pouvoir échanger et de pouvoir travailler donc, tous ensemble, donc des managers, donc des agents d'influenceurs, des influenceurs, des plateformes, des ayants droit, qui sont aussi généralement prescripteurs des influenceurs, puisqu'ils signent des contrats pour faire la promotion de leurs produits. Et donc l'UNIFAB a été assigné dans ce comité de pilotage pour pouvoir assister à ces travaux et y contribuer. Ces travaux ont donné donc suite à l'édition d'une charte et d'un guide de bonne conduite qui a été révélé très récemment par Bercy, et ce qui a permis à 2 députés de se démarquer aussi, donc les députés Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte, de rédiger en 4e vitesse une proposition de loi qui a été soumise à examen la semaine dernière, et dont l'UNIFAB a contribué largement sur beaucoup d'amendements qui sont quasiment tous passés. Alors pour vous donner un exemple, hein, donc on vise à cibler la chirurgie et la médecine esthétique donc, par des interdictions. Donc là, c'est un amendement pour lequel nous, on a milité, tout simplement aussi parce qu'on a des produits de santé qui sont des produits illicites et non pas commercialisables en France. Donc on a ça. On va avoir comme exemple précisé par un bandeau sur tous les formats et non pas uniquement sur l'image ou la vidéo qui pourrait être reniée et non adaptée, l'utilisation aussi des filtres pour la publicité mensongère. On a beaucoup de dispositions comme ça qui sont passées et d'amendements qui ont été portés par d'autres députés qui se sont saisis du sujet. Donc maintenant, la proposition de loi devrait être soumise au Sénat d'ici peu. Et on espère avoir des nouveautés législatives d'ici la fin de l'année qu'on pourra, d'ici cet été même, qu'on pourra inscrire aussi à l'agenda. On a aussi une problématique avec l'émergence de la contrefaçon en ligne et notamment ce système de promotion. C'est la multiplication des ventes sur Internet. Cette multiplication des ventes sur Internet, alors quand on propose de la contrefaçon, c'est extrêmement problématique puisque ce sont des produits qui sont déjà fabriqués à des milliers de kilomètres, qui sont acheminés par petits colis, donc on multiplie le nombre de voyages. Donc en termes d'environnement, c'est une catastrophe parce que c'est souvent à l'origine d'un bilan carbone désastreux. Et on a aussi une adaptation des pouvoirs publics et notamment des services opérationnels de la douane qui doivent s'adapter. Donc l'année dernière, il y a eu 11,53 millions de faux produits qui ont été saisis aux frontières de la France, dont plus de 30% dans les centres de tri postaux. Ils doivent maintenant aiguiser leur flair pour non plus contrôler des gros conteneurs, mais contrôler des milliers de petits colis qui transitent chaque jour à Chili-Mazarin ou dans des hubs et qui en fait complexifient énormément leurs tâches. Puisqu'à l'UNIFAB, nous on forme les agents opérationnels de la douane, donc on a plus de 700 agents opérationnels formés chaque année, et concrètement ils nous disent que avec Internet et cette émergence-là, ça devient de plus en plus complexe. Et puis après, là, c'est un autre sujet, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ces contrefaçons qui sont saisies. On l'a évoqué au Forum européen de la propriété intellectuelle la semaine dernière, c'est comment on va détruire ces contrefaçons pour que ça reste respectueux de l'environnement, à quel coût, qui va supporter les coûts. Donc voilà, quand on parle de la lutte contre la contrefaçon, quand on parle de la lutte anti-piratage, il faut vraiment avoir une vision globale. Là, on aborde des petits points précis. C'est pour ça qu'on ouvre un peu la discussion. C'est que l'anti-piratage, la contrefaçon,
ça s'inscrit dans des schémas qui sont très, très, très grands. Là, quand par exemple quelqu'un me dit « Ouais, j'ai streamé la dernière série, j'ai voulu streamer la finale de Succession, super série d'ailleurs. » Je dis « Ouais, et je l'ai fait de manière illégale. » Avec la publicité, quelque part, tu vas financer des entités qui sont peu vertueuses pour rester encore politiquement correctes. On peut le dire concrètement, puisque nous on a fait un rapport là-dessus, c'est des mafias, c'est des réseaux terroristes qui se cachent derrière la fabrication de produits de contrefaçon. C'est de la pédopornographie. C'est de la pédopornographie, c'est de la drogue, c'est de la prostitution aussi. On a tout un panel d'exemples où on est remonté 20 ans en arrière et où on a fait donc des liens entre les réseaux de contrefaçon et les réseaux terroristes notamment. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret, les attentats de Charlie Hebdo ont été financés par la fausses chaussures de sport au marché de Saint-Ouen, par exemple. Voilà, on le sait. C'est comme ça qu'ils ont réussi à acheter leurs armes et à pouvoir aller se former en Syrie. Donc voilà, c'est pas anodin. Et puis voilà, au bout de la chaîne, après, il y a donc de l'autre côté, il va y avoir toutes ces répercussions environnementales aussi. Donc parce qu'un contrefacteur, tout simplement, il n'est pas vertueux. En partant de ce principe-là, il va y avoir... on arrête le politiquement correct. Oui, on arrête le politiquement correct. En fait, le bien-être de la planète et la préservation de l'environnement, c'est le cadet de ses soucis. Tous les déchets qui sont liés à la fabrication de ces faux produits, alors qui sont faits avec des matières premières, bien sûr, qui sont extrêmement de basse qualité et, pour ne pas dire dangereuses, d'ailleurs on va le dire, dangereuses pour la santé, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, sont déversées dans la nature. Vous voyez ce que vous allez voir sur National Geographic, les rivières rouges, mais c'est pas imagé. C'est exactement ça en fait. C'est les teintures qui sont déchargées, qui sont déversées dans la nature. Et alors, bien sûr, il n'y a pas de biodégradable dans ces cas-là. Et on se retrouve souvent avec des problématiques comme ça. Mais c'est bien, ils font les choses, ils sont entiers, quoi. Ils sont pas dans la demi-mesure. Mais donc voilà, donc je sais pas si au niveau législatif tu voulais parler d'autres. C'est déjà une actualité qui est extrêmement chargée. Oui. Après voilà, pour nuancer un petit peu sur le DSA, voilà, ça reste, et c'est ce dont on se parlait tout à l'heure, ça reste quand même une ouverture. Là, on attend avec impatience l'IP Toolbox que va proposer la Commission européenne. En tout cas, on a un cadre, on a une volonté de bien faire. Donc, au niveau de l'Union européenne et nous, au niveau du gouvernement français, on sait par exemple qu'aux États-Unis, jamais un texte aussi fort que le DSA ne sera adopté. Donc il faut, c'est pas qu'il faut s'en contenter, il faut continuer à essayer d'aller plus loin et de voir qu'est-ce qui peut être amélioré, puisque les usages changent constamment. Enfin, le piratage est protéiforme, donc il faut qu'on s'adapte et qu'on ait des textes qui nous permettent de nous adapter aussi. Mais c'est quand même une chance d'avoir ce texte-là. Alors oui, après quand tu dis que les États-Unis par exemple n'adopteront, ne seraient jamais susceptibles d'adopter un texte aussi fort, il va falloir s'y mettre de toute façon. Parce qu'il va falloir prendre les bonnes pratiques là d'où elles viennent, tout simplement. Ils participent à beaucoup, alors les US participent à beaucoup d'opérations comme les opérations Pangea, Hobson, qui sont coordonnées au niveau européen, mais qui les incluent dans justement ce système-là, qui vise à fermer notamment bon nombre de sites. Donc ça c'est pour Europol, mais il y a également Hobson avec Interpol qui coordonne aussi des actions dont les États-Unis font partie. Donc comme on va se retrouver aussi avec une législation en Europe qui évolue avec le DSA, je pense que les États-Unis vont devoir peut-être, j'ose espérer, se mettre à la page et faire quelque chose pour la propriété intellectuelle sous peu. C'est pour ça qu'il faut qu'on donne l'exemple. Exactement. Alors est-ce que vous avez des questions peut-être? Parce qu'on a beaucoup parlé. Oui. C'est pas grave. Oui, c'est bon. J'aurais deux questions. Une première question sur les notifications. Donc, j'ai bien compris que c'était la jungle. Mais est-ce que justement le DSA n'a pas prévu une standardisation des notifications qui permettrait d'être sûr qu'il y a des
Parce que c'est ça qu'il faudrait prévoir finalement, c'est être sûr que les plateformes, elles acceptent, je ne sais pas, sous forme d'API et autres, une standardisation des notifications. On adorerait avoir des API avec toutes les plateformes. Là, actuellement, le DSA, c'est calqué sur ce que dit le DMCA, dans le Digital Millennium Copyright Act aux États-Unis, qui dit qu'on va devoir donner la localisation du contenu illicite, dire qui on est, au nom de qui on agit, ou si on est directement l'ayant droit, et le good faith statement, comme quoi voilà, j'ai bien le droit de notifier. Mais après avoir précisé ça dans le DSA, il faut que ce soit, je ne sais plus quel est le terme exact, c'était suffisamment... étayé ouais, je crois... Oui, c'est ça, suffisamment étayé. Ouais. Donc, hop, on a inclus une petite part d'appréciation qui fait que... Oui, mais moi, je parle aussi, il y a les témoins, mais il y a le fait comme vous disiez, il y en a certains qui répondent tout de suite, il y en a d'autres qui répondent... Il n'y a pas d'obligation, il semble-t-il, dans ce texte, il n'y a pas d'obligation en termes de délai de réponse ou... Non, justement, c'est ça qu'on voulait préciser, c'est que le texte dit qu'une fois on a porté à l'attention de l'hébergeur le fait qu'il y ait un contenu illicite sur ses services, il doit agir promptement. Mais qu'est-ce que veut dire promptement? C'est toujours la même. En fait, et chaque hébergeur, chaque plateforme va jouer aussi sur l'ambiguïté de ce texte en se couvrant, tout simplement. Alors après, c'est le jeu aussi. On peut pas leur jeter la pierre sur l'interprétation d'un texte et l'ambiguïté qu'ils peuvent en tirer aussi pour leur profit. En revanche, juste ce qu'on demandait, c'était d'être un peu plus précis sur les termes qui étaient employés, et histoire de donner des deadlines, d'imposer aussi un cadre qui soit spécifique. Alors après, voilà, pour nuancer un petit peu, c'est vrai qu'il faut se mettre aussi dans la peau des hébergeurs qui doivent pouvoir faire confiance au contenu à la personne qui notifie. Si vous êtes référencé, justement, il pourrait y avoir... C'est pour ça qu'il faudrait mettre en place des Trusted Partner Programs, où justement on sait qu'une fois qu'il y a un signalement qui vient de telle entité, on sait que... parce qu'effectivement, après ça laisse place à des dérives. On peut avoir des dérives comme c'était ce qu'on avait appelé ça. On avait oublié d'en parler. Vous pouvez avoir des dérives qui vont être bien évidemment en tant que signaleur de confiance. Vous êtes répertorié, donc vous pouvez tout simplement notifier le contenu illicite, mais vous avez aussi vos concurrents qui vont pouvoir notifier un contenu illicite, et donc là ça s'appelle de la concurrence déloyale, et alors là on bascule dans un tout autre droit qui n'est plus du tout le droit de la propriété intellectuelle, et qui tout simplement va être nuisible à l'image de l'entreprise. Alors nous on a un truc qui nous arrive assez souvent, c'est l'usurpation d'identité, où comme parfois certaines plateformes demandent juste... plateforme hébergeur demande qu'on mette l'adresse email quand on envoie la notification. Quand un pirate reçoit une de nos notifications, donc ils ont notre adresse, donc support@leakid.com, et puis parfois en représailles, ils vont notifier des contenus 100% licites aux hébergeurs, aux plateformes, en se faisant passer pour nous. Et ça, c'est... À partir du moment où vous utilisez l'email, en fait, c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que ça serait mieux via des API, parce que l'email, tout le monde peut pirater un email. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et ma deuxième question, elle était justement, parce que vous parliez de la fraude, le consommateur dans tout ça, parce que finalement, celui qui achète, on fait quoi? Parce que vous disiez, qui paye justement la destruction de ces biens et tout? Est-ce que l'intention, c'est pas de faire payer le consommateur? Parce que c'est toujours pareil, c'est un peu comme la drogue, c'est-à-dire s'il y a des vendeurs, c'est parce qu'il y a des acheteurs. Alors déjà en France, nul n'est censé ignorer la loi. Donc on se retrouve avec un consommateur qui est en possession d'un produit de contrefaçon, c'est un produit illicite. Donc il encourt déjà une amende qui va de 2 fois la valeur de l'authentique. Partant de ce principe-là, on ne va pas le pénaliser plus concrètement. Alors il peut monter en cas de recel et en cas de bande organisée jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 7 ans d'emprisonnement. Voilà. Ce sont des peines qui sont rarement appliquées, on ne va pas se le cacher, d'où la sensibilisation accrue des magistrats qu'il faut mettre en place et à la vitesse grand V, parce qu'on a de plus en plus de cas et avec trop peu de peines prononcées. Donc le consommateur, lui, c'est le dernier maillon de la chaîne et c'est souvent la victime. On va pas, soit ce sont des gens qui achètent tout à fait... en connaissance de cause, en soi, quand on va acheter une fausse montre dorée sur une plage à 5 € qui reprend le logo d'une grande marque, on sait très bien ce qu'on achète. Non, désolé. Zut.
Donc on sait très bien ce qu'on achète. Quand on se retrouve dupé sur Internet, c'est un peu compliqué. Nous, on voulait mettre en place une mesure qui était plutôt simple en soi. C'était, lors du contrôle des petits colis, c'était d'ouvrir le colis, donc de contrôler si le produit était une contrefaçon, de simplement en fait saisir le produit, bien sûr, mais mettre un courrier à l'intérieur en expliquant au consommateur qu'il s'était fait duper et qu'il avait acheté une contrefaçon. Alors ça a été bien reçu, mais pas appliqué du tout, parce que trop compliqué. Qui fournit le scotch? C'était ça. Voilà. Donc cette mesure-là, nous, on a eu l'idée de pouvoir la mettre en place. Et un tampon avec un QR code, tu tamponnes et quand tu scannes le QR code. Non, mais il faut quand même ouvrir le carton et le refermer pour l'envoyer. Ah. Et oui. Right. Et Donc si vous récupérez les morceaux de scotch Donc en fait, le consommateur est souvent victime. Même si, alors après, s'il le fait en tout état de cause, concrètement, c'est trop tard et on n'arrivera jamais à le sensibiliser. Donc on le sait. Donc c'est pour ça qu'on target plutôt maintenant les plus jeunes et la jeune génération qui arrive. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y avait... Non, vous avez répondu. Oui. Alors, le lien avec la concurrence déloyale, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vous retrouver avec un de vos concurrents directs, qui a aussi pignon sur rue et qui est une entreprise légale, mais qui va pouvoir aussi dénoncer vos produits comme étant des produits illicites ou des produits de contrefaçon, par exemple, alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est juste en fait un acte de concurrence déloyale pour vous pénaliser et lui pouvoir profiter de la visibilité sur la plateforme en tant que signaleur de confiance, si on ne demande pas une preuve. De toutes les manières, n'a vocation à être expert que l'entreprise fabricante, donc il vaut mieux que ce soit le vendeur, oui. Celui qui va vendre sur la plateforme. N'a vocation à être expert en France que le fabricant du produit. C'est le seul qui sait si son produit est un authentique ou une contrefaçon. Tous les experts autoproclamés que vous allez voir sur les plateformes, avec un service d'authentification, etc., ça n'existe pas et ça n'a aucune valeur juridique. Dans la logique, il devrait passer directement par l'ayant droit. Parce que c'est le seul qui, devant un juge, peut attester de la conformité du produit ou non. Alors après, nous, quand on fait des notifications, on joint toujours un mandat qui atteste qu'on a bien l'autorisation d'agir au nom et pour le compte de l'ayant droit avec Oui. Oui, alors par exemple, pour les produits de contrefaçon, on nous a suggéré de devenir un tiers. Mais je ne suis pas expert, moi, dans tous les produits. Je suis des formations de l'ensemble des entreprises qui sont adhérentes à l'UNIFAB, mais je ne peux pas me proclamer être expert. Il y a trop de produits différents. On ne peut pas être expert de tout. Donc pour nous qui sommes une association multisectorielle, concrètement, on ne peut pas. On ne peut pas. Je peux vous dire si c'est de la contrefaçon ou non, mais je ne vous dirai pas avec certitude si ça en est. Je ne peux pas. Donc vous ne pouvez pas agir par rapport à la question, vous ne pouvez pas agir sur finalement quelqu'un, un de vos clients qui vous dirait, qui vous dénoncerait un lien qui serait en fait un lien d'un concurrent, qui serait un produit. Mais s'il me mandate, oui, ça je pourrais le faire. Mais il faut qu'il me mandate avant ça. Et nous, je précise, dans nos mandats et dans les notifications qu'on envoie, on précise bien que le fait d'engager des poursuites à la suite de cette notification, c'est quelque chose qui revient à notre client. On ne peut pas se substituer à notre client. Et il y a un petit parallèle avec ce dont on parlait. Souvent, nous, on a parce qu'il y a une nouvelle tendance, c'est les vidéos de réaction. Par exemple, sur des émissions qui buzzent beaucoup, comme par exemple « Touche pas à mon poste », il y a des personnes qui vont se sentir investies d'une mission, c'est-à-dire celle de commenter ce qui a été dit pendant ces émissions, qui sont déjà de base des commentaires sur ce qui se passe. Donc c'est une espèce de mise en abîme, on ne s'arrête plus là. Et souvent, quand on notifie ces vidéos, on va avoir des réponses, oui, mais c'est de la parodie, ou ça tombe sous telle exception de la propriété intellectuelle. Et puisque donc, il y a certaines exceptions au droit de la propriété intellectuelle, comme le droit à l'information ou la parodie. Et nous, à chaque fois, on refuse de se substituer à l'ayant droit, qui est le seul, en fait, parce que la parodie, c'est extrêmement particulier, puisque l'objectif, c'est de faire rire quand on fait une parodie. Moi, il y a des choses que je vais trouver drôles, puis
puis d'autres personnes, non, donc c'est compliqué. Et à la fin, s'il y a une action, c'est le juge, seul le juge qui va pouvoir trancher et apprécier s'il s'agit d'une parodie ou non. Donc là, on ne va pas se substituer ni à l'ayant droit et encore moins au juge dans ces cas précis. Vous avez une autre question? Je me demandais pour, par exemple, des plateformes qui sont connues pour héberger de la vente de contrefaçon au grand jour, comme AliExpress, qui fait de la vente de sneakers par millions. On va citer le plus mauvais élève. Oui, voilà. Non, mais par exemple, ça, c'est un très très mauvais élève. Je me disais, peu vertueux. C'est au grand jour, tout le monde le sait. C'est quoi le pouvoir contraignant du DSA, par exemple, ou en tout cas de sa fusion avec la législation française? Alors, on va pas se le cacher, une plateforme, il faut qu'elle collabore avec les ayants droit. Il faut qu'il y ait une collaboration qui s'instaure. Dès lors que... et j'ai beaucoup de plateformes sur lesquelles il y a beaucoup de problèmes, pour ne pas les citer, par exemple Amazon, mais Amazon est proactive et Amazon souhaite collaborer et continue à collaborer avec les ayants droit. Dès lors que vous avez des dissensions entre les relations qui peuvent s'établir entre une entreprise et une plateforme, fatalement, on se retrouve avec beaucoup plus de contrefaçons qui vont passer parce qu'il y a moins de notice and takedown, il y a moins de notifications qui vont être effectuées par les marques directement à la plateforme, donc moins de suppression et beaucoup plus de consommateurs qui vont finalement venir consommer ces produits de contrefaçon. Je pense que déjà, c'est la volonté de s'investir dans la lutte anti-contrefaçon pour une plateforme qui va faire une partie du job. Le texte en tant que tel, ils vont devoir se soumettre en Europe à cette législation. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est chinois, AliExpress. Donc, ça va être la problématique, ça va être est-ce qu'on va appliquer sur la partie française uniquement sur la partie française ou européenne la commercialisation d'AliExpress, c'est compliqué en soi, donc on ne pourra pas le faire. Donc ils seront soumis à un régime, au régime chinois, ils resteront sous le régime qu'ils avaient, jusqu'au moment où ça fera comme Wish et où on interdira donc la commercialisation dans certains pays d'Europe. Voilà, tout simplement. Le site, l'accès sera fermé parce que voilà. Trop bien. Exactement. Juste une question. C'est concernant les IPTV, donc c'est un peu un biais des streamings, surtout au niveau des contenus sportifs. Quand on sait que c'est logé par exemple beaucoup en Afrique, etc., et que c'est pas forcément par des gros hébergeurs, et que ça pop par millions tout le temps, même si on en banne un, il y en a 10 autres qui repopent, comment c'est possible technologiquement de tous les éradiquer ou les éliminer? Parce que là, à contrario, juridiquement, ça va pas être possible de faire quoi que ce soit, ils vont pas payer d'amende ni quoi que ce soit, donc comment c'est possible d'agir là-dessus en fait, concrètement? Alors, en France, depuis le 1er janvier 2022, il y a la loi anti-piratage qui est entrée en vigueur et qui permet donc aux titulaires de droits sportifs et aux diffuseurs d'agir et d'obtenir des injonctions de blocage. C'est du blocage DNS. Donc c'est pour les sites de streaming, mais aussi pour l'IPTV. Donc concrètement, c'est dès lors que un site met à disposition de manière massive des événements sportifs, l'ayant droit peut saisir le juge pour que le juge enjoigne aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès aux domaines qui sont visés dans l'ordonnance, que ce soit donc pour l'IPTV ou pour le streaming, et c'est pour une période donnée. Donc en général, c'est pour la durée des championnats. Et après, fort de cette décision, l'ayant droit peut saisir l'ARCOM pour que l'ARCOM actualise en fait ces mesures de blocage, puisque une fois qu'un site a été bloqué, il va y avoir des sites miroirs, des clones, ou alors les dispositions sont très avantageuses pour les ayants droit du sport, puisque là, dès lors que tout contenu qui appartient à la Ligue, en l'occurrence, qui avait fait l'action en justice, est mis à disposition, que ce soit un mirror ou pas, il envoie ces sites à l'ARCOM qui va demander au FAI de bloquer ces sites. Pareil pour une durée donnée. Mais c'est fastidieux. Nous, c'est vrai qu'on pousse pour plus un blocage IP qui serait plus efficace. Mais après, l'argument qui nous est toujours opposé, c'est le problème du blocage IP, c'est qu'on n'a que quelques adresses IP. Donc on risque, si on bloque une IP, de bloquer des sites internet qui sont légitimes. Donc nous, la proposition qu'on a évoquée souvent, c'est de faire un blocage d'IP temporaire, juste pour avoir un effet disruptif
et donc perturber le visionnage du match de foot de manière illicite. Alors on nous fait signe, je crois qu'on a atteint le temps imparti. Ouais, je suis désolé. Après, voilà, n'hésitez pas à nous Oui, contacter si vous souhaitez poursuivre les discussions. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup en tout cas. Et bon FIC.